Je voudrais d'abord vous parler du rapport, de la consultation de l'IOSCO sur la transparence post-négociation sur les CDS. C'est un rapport qui a été publié le 17 novembre 2014 et pour lequel les conclusions finales sont attendues avant février 2015 pour une publication fin 2015. Donc ici, on est dans l'idée de mesurer l'impact potentiel sur le marché CDS des obligations de transparence post-trade, c'est-à-dire la dissémination au public des prix et des volumes de transactions. Vous vous souvenez qu'il y a une obligation de transparence post-trade sur les CDS. Dans quelle mesure cette obligation de transparence affecte ou non ce marché des CDS ? Donc ce rapport de l'OECV, il fait une analyse descriptive des caractéristiques du marché des CDS et de manière intéressante, il passe en revue les différentes réglementations dans les différentes juridictions en matière de transparence. Là-dessus, on a trop souvent tendance à dire que les États-Unis sont toujours en retard ou ne font pas ce qu'il faut. Là, c'est l'inverse. Seuls les États-Unis ont pour l'instant rendu obligatoire, et depuis le 31 décembre 2012, la transparence post-trade sur certains CDS, à savoir les CDS sur certains indices et pas tous, et les CDS les plus liquides, et certains CDS mono-sous-jacents, si je puis dire. Vous savez que l'Europe, suite à l'adoption de MIF 2, se prépare à cette obligation de transparence, mais ce n'est pas encore positif. Et puis, le rapport parle aussi du Canada. Donc, une fois n'est pas coutume, les États-Unis sont en avance. Donc, ce rapport de consultation sur les impacts potentiels, eh bien, il dit, on ne sait pas. Donc, c'est pas la peine de le lire, on ne sait pas. Donc, pourquoi on ne sait pas ? Parce que la task force qui a fait ce rapport dit qu'elle s'est appuyée sur très peu de données, sur très peu de transactions, plus exactement sur les transactions uniquement sur certains indices, le CDX et le iTraxx, pour lesquels seule la transparence est obligatoire aux États-Unis. Donc, grosso modo, on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, on verra la prochaine fois. Enfin bon, voilà. Un autre rapport intéressant qui est paru en novembre 2014, c'est le rapport de la BRI, qui est plutôt un papier sur market making, sur le market making et les opérations pour compte propre. Alors c'est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que c'est assez rare d'avoir des papiers assez bien faits sur cette question-là. Le groupe était d'ailleurs dirigé par la Banque de France. Et c'est un papier qui est assez économique finalement, mais qui a pas mal d'intérêt dans ce qu'il permet de distinguer le market making des opérations pour compte propre, le mode d'organisation du market making par rapport aux opérations pour compte propre, avec des schémas assez bien faits sur notamment les conditions de fonctionnement à l'intérieur des banques du market making versus opérations pour compte propre, la manière dont se gère aussi le PNL dans les opérations de market making. Donc c'est plutôt descriptif, c'est pas encore très analytique, c'est plutôt bien fait. Pour le coup, je vous le recommande à votre lecture. Alors, c'est un peu plus long. Et ce qui est surtout bien fait, enfin non pas surtout, mais ce qui est aussi bien fait, c'est une annexe 2 qui fait une revue assez synthétique des différentes définitions de réglementation de market making dans tous les pays qui ont voulu y répondre. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont leur propre réglementation sur le market making. Et au-delà même de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, vous savez qu'en France, c'est le cas au moins dans deux textes, puisque c'est à propos dans la loi bancaire d'une part, enfin la loi de séparation bien sûr, et puis dans le texte sur la taxe sur les transactions financières. Donc un petit résumé de ce qu'est le market making versus compte propre en réglementation, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était les deux derniers rapports, si je puis dire, du jour. Et puis, comme j'ai la chance de participer au comité juridique de la place de Londres, je me suis dit que c'était pas mal de vous dire quels sont les sujets qui font aujourd'hui une attention sur la place de Londres au niveau international. C'est un comité juridique qui est dirigé par la Banque d'Angleterre et qui est assez intéressant. Alors j'ai choisi que quelques thèmes qui peuvent retenir votre attention. Alors j'ai choisi ce matin parce qu'il est vraiment d'actualité quand on vous écoutait à la radio, puisque c'est sur les clauses d'actions collectives et la notion de pari passu. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez la radio, vous avez vu que la Grèce fait de nouveau parler d'elle et qu'il s'agit de savoir dans quelles conditions elle fera ou non défaut.
Vous vous souvenez qu'à ce sujet, on avait résolu juridiquement une partie du problème de la Grèce en insérant ce qu'on appelle des clauses d'action collective qui permettraient à une majorité qualifiée d'imposer à une minorité des modifications substantielles du contrat d'émission obligataire. Ces clauses d'action collective, elles faisaient suite à un débat en dehors même de la Grèce qui était la longue jurisprudence, les longues jurisprudences contre l'Argentine, notamment contre un des fonds qu'on a l'habitude de qualifier de vautour, mais je ne sais pas si c'est le cas, NML, et dont une décision des États-Unis définitive par la Cour suprême de cette année a donné une interprétation des clauses dites pari passu très favorable aux créanciers qui ont refusé de rentrer dans un accord de recomposition de la dette. Autrement dit, lorsque les créanciers qui ont accepté d'être réorganisés, donc d'abandonner une partie de leurs créances, se voient de nouveau payés par le débiteur, en l'occurrence l'Argentine, mais à des conditions moindres que ce que prévoyait le contrat d'émission, eh bien, la juridiction américaine jusqu'à la Cour suprême a dit que lorsqu'on payait les créanciers qui avaient accepté, si on ne payait pas les créanciers qui n'avaient pas accepté, il y avait rupture de la clause pari passu. Donc c'est une vision très extensive de la protection du droit des créanciers qui fait hurler les Anglais, puisque le droit anglais là-dessus est beaucoup plus équitable que le droit américain. Et donc il y a beaucoup de travaux à Londres pour montrer tout l'intérêt de se mettre sous droit anglais et non pas sous droit américain par rapport à ces clauses pari passu et plus généralement sur les clauses d'action collective. Donc il y a beaucoup de travaux au point que le groupe dont je fais partie à Londres a été souvent impliqué dans des réflexions et des travaux par le FMI qui lui a demandé des prises de position, et notamment si le groupe confirmait ou non l'interprétation pari passu du droit anglais, qui donc accepte de faire une différence entre les nouveaux et les anciens créanciers, en quelque sorte, une position qui avait été exprimée en 2005. Ceci a été réaffirmé par la place de Londres. Et une autre chose intéressante, c'est que ce même groupe a fait une étude finalement sur l'approche en droit anglais, sur l'interprétation de pouvoir qui est conféré à une majorité, à une minorité, et potentiellement l'impact d'un abus de cette minorité dans les clauses d'action collective, et plus généralement la question de enforceability des clauses d'action collective. Je rappelle que les Grecs ont réorganisé leur dette sous droit anglais, ce qui est d'ailleurs un abandon de souveraineté absolument incroyable. Voilà, donc ça c'est une question qui est un peu d'actualité, mais qui n'est pas inintéressante, je pense. Un autre point que je voulais évoquer, quand on a un petit peu parlé aussi, c'est la question de la réforme des benchmarks, des indices. C'est bien sûr un sujet qui intéresse beaucoup Londres. Et vous savez, ou vous ne savez pas, mais que depuis juin de cette année, le Trésor anglais, la Banque d'Angleterre et le FCA ont sorti un papier commun qui s'appelle le Fair and Effective Markets Review. Fair and Effective Markets Review, qui est très très simple. C'est un document et qui a vocation à regarder comment le marché financier de gros opère en Grande-Bretagne. Et il se concentre notamment sur les questions des benchmarks, mais plus largement. Et donc, parmi les questions évoquées dans ce papier, c'est faut-il ou non rajouter des dispositions d'ordre pénal, ça vient des Anglais, d'ordre pénal lorsqu'on est face à des situations qui ne sont pas des abus de marché, mais qui sont des misconduct en quelque sorte. Donc les Anglais se posent la question de la sanction pénale. Comment sinon intégrer dans une charte ou un document à la portée non législative, mais qui serait une sorte de code de conduite de la place de Londres sur un certain nombre de comportements. Donc au-delà des indices eux-mêmes, c'est un document assez intéressant dont il est prévu qui a été publié encore une fois et pour lesquels des consultations avaient lieu cet hiver. Ça c'était pour le Fair and Effective Market Review et la question de benchmark. Alors toujours dans la question d'analyse finalement de l'impact des marchés de gros, j'attire aussi votre attention sur une initiative ici de la Chambre des Lords qui le 16 juillet dernier, a créé un sous-comité à l'intérieur de son comité économie et affaires financières qui fait une demande d'analyse au sein de l'Union européenne de l'environnement réglementaire des marchés financiers.
Donc de quoi il s'agit? Il s'agit, je vais prendre les mots anglais, c'est plus simple, hein, d'examiner les gaps, overlaps, inconsistencies in the European Financial Regulatory Framework. Rien que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la Chambre de l'ordre qui se saisit du sujet. Elle s'en saisit au niveau du droit européen pour voir quels sont dans le marché de gros et les marchés financiers ces gaps, overlaps, inconsistencies. Dernier point, vous avez tous entendu parler du projet de directive en matière de protection des données, le data protection. Il faut savoir qu'il y a un impact assez fort dans les marchés financiers dont on ne se doute pas. Alors, le temps me manque pour vous en parler, mais je attire votre attention, ne serait-ce parce que le comité juridique de la place de Londres a attiré son attention. Il a fait au moins 20 pages de commentaires sur cette proposition de directive sous l'angle marché financier. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là. Voilà. Dernier point que je voulais évoquer pour tenir les délais, sinon je vais avoir les gros yeux déjà que je les ai eus de la part d'Edouard pour avoir changé mon sujet. Je voulais évoquer la question de l'analyse financière dans les textes de niveau 2 de MIF 2. On en parle peu, c'est assez curieux. Pourtant, l'analyse financière, c'est un point important qui, à l'époque, avait fait l'objet de beaucoup de discussions ici et là. Et là, on a toujours, d'ailleurs, à la demande des Anglais, je vais y venir, le fait de savoir dans quel cadre l'analyse financière doit ou non être considérée comme un avantage non monétaire mineur au titre des inducements. Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail, ça va me prendre 3 minutes. Vous savez que parmi les principaux changements introduits par MIF 2 par rapport à MIF 1, il y a les durcissements des conditions applicables aux perceptions d'inducement par les PSI. Donc, vous savez que les services de réception-transmission d'ordre, d'exécution d'ordre pour compte de tiers, mais aussi le conseil non indépendant et de placement garanti, il y a ce régime particulier pour les inducements. C'est l'article 24 de la directive MIF. Et donc, cet article prévoit que pour ces services, l'interdiction d'accepter et de conserver des rémunérations ou avantages, ça on le sait, à l'exclusion de certains avantages non monétaires mineurs. Alors la question est de savoir si, lorsque un PSI qui fait l'activité de réception-transmission et d'exécution d'ordre, notamment pour le compte des OPCVM qu'il gère, car le sujet, il est là, bien évidemment, est-ce que ce PSI, qui fait aussi de l'analyse financière, cette analyse financière constitue-t-elle ou non un avantage non monétaire mineur? Si ce n'est pas le cas, c'est un problème, puisqu'il va falloir faire payer l'analyse financière, en tous les cas prévoir un split en quelque sorte entre l'exécution de l'ordre et le paiement de l'analyse financière de manière distincte de l'ordre d'exécution des OPCVM sur les marchés. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de la France, mais je me tourne, peut-être que tu me diras autre chose, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui la facturation de la recherche, elle est plutôt prise en compte par les OPCVM, plutôt intégrée dans l'exécution de l'ordre par l'OPC, et non pas payée par la société de gestion. Autrement dit, l'analyse financière, elle est payée au titre de l'exécution de l'OPC et non pas par la société de gestion qui gère l'OPC. C'est bien là tout le problème, et c'est à la demande du FCA britannique qui, s'appuyant sur pas une recommandation, j'arrive pas à trouver le mot, en tous les cas un état qui avait été fait dès la commission de 2006, qui date un petit peu, qui dit tout cela n'est pas équitable, etc. Finalement, on est en train de faire payer aux OPC quelque chose dont ils n'ont peut-être pas forcément besoin, surtout pour des OPC qui sont, entre guillemets, maison. Donc il faut séparer le prix de l'exécution de l'ordre du prix de la recherche. Bon, je ne vous fais pas de dessin, c'est assez compliqué. L'AMF est vent debout contre ce sujet, appuyé, j'imagine, par les associations de place. Les autres pays aussi, mais on a toujours des majorités bizarres au sein de l'Europe, qui fait que les Anglais ne sont pas tout seuls sur ce sujet et qui reviennent longuement à la charge. L'enjeu est quand même important. Il s'agit à la fin de savoir qui va payer la recherche. On a déjà du mal à avoir une recherche de qualité. Donc si demain, en plus, la recherche, on peut déconnecter le prix du service d'exécution d'ordre de la recherche, et notamment c'est un des compromis qui est recherché en disant mais moi, OPC, si j'ai envie de prendre une recherche ailleurs qu'auprès de la société de gestion qui gère, je peux aller le chercher ailleurs et faire exécuter mon ordre sans le prix de la recherche. En quelque sorte. Donc voilà, la recherche, ça revient encore sur le devant de la table. C'est un sujet toujours un petit peu compliqué.